Bonjour à toutes et à tous, c'est votre professeur de français. Aujourd'hui, on va corriger les questions sur le texte d'Apollinaire et on va aussi faire un petit travail pour vérifier si vous avez bien mémorisé la conjugaison du verbe être. Pour commencer, vous allez avoir besoin de votre cahier de brouillon, de votre classeur de français. Si vous avez imprimé le texte d'Apollinaire, tant mieux, mais ça n'est pas obligatoire puisque de toute façon je vais remettre le poème dans le diaporama. Vous aurez aussi besoin de la feuille de présentation de la séance 3 puisque normalement, vous avez dû la préparer la semaine dernière. Si jamais vous ne l'avez pas fait, ou si vous n'avez pas encore préparé les questions sur ce texte, je vous invite à aller le voir dans votre cahier de texte sur Pronote, et à faire toutes les préparations nécessaires avant de commencer cette vidéo. Pendant la vidéo, vous allez pouvoir mettre pause quand vous voulez, pour pouvoir prendre le temps de noter les réponses aux questions, faire les exercices, ou encore juste travailler à votre rythme. Donc on y va. Avant de commencer, on va faire un petit rituel langue. Vous deviez apprendre pour cette semaine la conjugaison du verbe être. Vous aviez un tableau de conjugaison pour ça, il est également en ligne sur le cahier de texte. Donc on va faire un petit exercice d'application. C'est parti. Sur le cahier de brouillon, conjuguez le verbe être à la personne, au temps et au mode demandé. À chaque fois, vous voyez, vous avez la personne sur la gauche, faites bien attention si c'est au singulier ou au pluriel, et sur la droite, vous avez le temps et le mode auquel vous devez conjuguer le verbe être. C'est parti, je vous laisse mettre pause et travailler à votre rythme, la correction est juste après. Voilà la correction. Je serai AI. Vous avez bien vu qu'il y a une différence entre la terminaison AI et AIS, puisque si c'était AIS, on se serait retrouvé au conditionnel présent. Là, on voulait bien du futur simple, donc AI pour la première personne. Elle fut, qui se termine par un T, puisque c'est la marque de la troisième personne au passé simple. Vous êtes, on n'oublie pas l'accent circonflexe ni le S. On avait été, qu'il soit, ENT puisque c'est la troisième personne du pluriel. Nous aurons été, et tu serais, avec cette fois AIS. Précisément parce que c'est du conditionnel présent. Si on avait enlevé le S, ça nous donnerait une fausse terminaison du futur, puisque tu serais au futur, c'est tu seras, AS. Maintenant que c'est fait, déjà, évidemment, vous avez corrigé sur votre cahier de brouillon. Maintenant que c'est fait donc, on va travailler sur Apollinaire. Alors, le texte d'Apollinaire que je vous avais donné, c'est notre dernier texte de la séquence 3. Je vous rappelle, le thème de la séquence 3, c'est dire l'amour. Donc c'est encore une fois un poème d'amour, comme celui de René Vivien. Cette fois-ci, donc c'est un poème d'Apollinaire, c'est le plus récent des textes qu'on a étudiés, puisqu'il date de 1918, alors que le texte de René Vivien datait de 1909. Et c'est la séance 3, c'est-à-dire que c'est notre dernière séance sur la séquence 3. Donc à la fin de cette séance, la séquence 3 sera terminée. Je vous présente un petit peu Apollinaire. C'est un poète français d'origine polonaise qui a été naturalisé français notamment parce qu'il a combattu pour la France pendant la guerre 14-18. Il a vécu presque toute sa vie en France et il est mort en 1918. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser à cause de la date de sa mort, il n'est pas mort pendant la guerre, mais il est mort de la grippe espagnole. Guillaume Apollinaire a rencontré, juste avant de partir à la guerre, une jeune femme qui s'appelait Louise de Coligny, et qu'il surnommait Lou. Il l'a rencontrée chez des amis, ils se sont plu assez rapidement, et au moment où Apollinaire a dû partir, d'abord faire ses classes de militaire et ensuite à la guerre, ils ont commencé à échanger des lettres, et ils se sont séparés un petit peu avant la fin de la guerre. Mais ils ont continué, même une fois séparés, à rester amis et à s'envoyer des lettres. Une fois qu'Apollinaire a été mort, ces lettres ont été rassemblées dans un recueil qui s'appelle Poème à Lou. Et d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on a aussi retrouvé les réponses de Lou qui sont publiées séparément. Alors, je vous présente un petit peu donc ce qui s'est passé. Ils se sont rencontrés, ils se sont plu, ils se sont envoyés plein de lettres, et les lettres pouvaient ressembler par exemple à ça. Ça, c'est une lettre d'Apollinaire, et comme vous le voyez, il s'amusait un petit peu avec la mise en page. On voit qu'il écrit en vague, il écrit même en forme de cœur. Ça, c'était une grande spécialité d'Apollinaire.
il a écrit ce qu'on appelle des calligrammes. C'est quelque chose qui se trouve à mi-chemin entre le dessin et l'écriture, puisqu'en fait, comme vous le voyez, les mots, les lignes forment des dessins. Et généralement, le dessin a un lien avec le thème du poème. Donc là, vous voyez 2 calligrammes d'Apollinaire, l'un qui est manuscrit, écrit à la main, et l'autre qui est tapé à la machine. On va commencer par lire ce poème. Je vous conseille d'essayer de le lire vous-même une première fois. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de le lire à voix haute, en respectant les règles de la versification qu'on a apprises. Alors si jamais vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez essayer de scander quelques vers pour vérifier de quel type de vers il s'agit, si ce sont des alexandrins, des décasyllabes, des octosyllabes. Et ensuite, ça vous permettra de savoir comment vous devez prononcer ces vers. N'oubliez pas la règle du E muet. Lorsque vous avez un E qui est juste avant une voyelle, on ne le prononce pas, il est muet, il ne forme pas une syllabe. Par contre, s'il est avant une consonne, il va former une syllabe à part entière. Je vais lire ce poème une première fois, et puis ensuite on y reviendra justement pour répondre aux questions. L'amour est libre, il n'est jamais soumis au sort. Ô loup, le mien est plus fort encore que la mort. Un cœur, le mien, te suit dans ton voyage au nord. Lettres envoie aussi des lettres, ma chérie. On aime en recevoir dans notre artillerie. Une par jour, une au moins, je t'en prie. Lentement, la nuit noire est tombée à présent. On va rentrer après avoir acquis du ans. 1, 2, 3, à toi ma vie, à toi mon sang. La nuit, mon cœur, la nuit est très douce et très blonde. Ô loup, le ciel est pur aujourd'hui comme une onde. Un cœur, le mien, te suit jusque au bout du monde. L'heure est venue, adieu l'heure de ton départ. On va rentrer, il est 9h moins le quart. 1, 2, 3, adieu de Nîmes dans le Gard. 4 février 1915. Alors vous voyez sur la droite que ce poème s'appelle Adieu et qu'il a été publié dans le recueil Poèmes à loup. C'est indiqué que c'est une publication posthume. Vous voyez, ça a été publié en 1947 alors que Guillaume Apollinaire est mort en 1918. Publication posthume, ça veut donc dire qui a été publié après la mort de l'auteur. Quelques petites remarques sur ce texte-là. Il peut y avoir des mots de vocabulaire qui vous manquent, par exemple l'artillerie, c'est la partie d'une armée qui est chargée des armes lourdes, par exemple les canons. Il y a aussi un autre mot qui peut vous poser problème qui est le zan. Le zan, c'est une confiserie à base de réglisse. C'est ce qu'on trouve enroulé. Généralement, c'est ce que les gens laissent dans les paquets de Haribo parce que personne n'aime ça. Peut-être qu'il y a aussi 2 petites bizarreries orthographiques qui ont attiré votre attention. Regardez au vers 2. Ô loup, le mien est plus fort encore que la mort. Ici, vous voyez qu'il manque un E à encore. Ça n'est pas une faute de frappe ni une faute d'orthographe du poète, c'est ce qu'on appelle une licence poétique. C'est quand les auteurs, les autrices, les poètes se permettent de faire une faute exprès. Il y a un certain nombre de fautes qui sont autorisées d'une certaine manière, et encore en fait partie. On trouve l'orthographe sans E, notamment en poésie lorsque c'est nécessaire pour respecter la versification. Vous voyez qu'ici, si on avait mis le E normalement, ça aurait rajouté une syllabe au poème. Ensuite, il y a une autre bizarrerie qui est exactement liée à la même chose. Vers 12, un cœur, le mien, te suit jusque au bout du monde, au lieu de dire jusqu'au bout du monde. Ici, c'est pour une raison similaire, c'est que si on avait mis jusqu'au bout du monde, on aurait dû mettre une apostrophe à la place du ES de jusque, ce qui serait l'orthographe correcte et habituelle, mais on aurait perdu une syllabe et donc le vers n'aurait pas eu suffisamment de syllabes. Quelquefois, les poètes peuvent se permettre de faire ce genre de choses, mais il y a certaines règles, c'est quand même assez codifié, on ne le fait pas n'importe comment. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la première question, mais d'abord on va relire toutes les questions ensemble. Question 1A. Quel outil de construction des phrases est complètement absent de ce texte? B. Relisez le texte à voix haute en tenant compte de cette particularité. Cela a-t-il influencé votre lecture? En quoi? 2. À qui s'adresse le poète? 3. Montrez que ce poème est également une lettre
en vous appuyant sur des passages précis du texte. 4. Où se trouve le locuteur? Quel métier exerce-t-il? 5. Pourquoi les amoureux sont-ils séparés? 6. À quoi renvoie l'expression 1, 2, 3 que le poète répète aux vers 9 et 15? 7. Combien de fois le prénom de l'interlocutrice est-il présent dans le texte? Indice, plus de 2 fois. On y va pour la question 1. Vous allez prendre la feuille de présentation de la séance 3, qu'on a intitulée Guillaume Apollinaire, adieu, et on va noter comme d'habitude les réponses aux questions à la suite des objectifs. On y va. La première question c'était « Quel outil de construction des phrases est complètement absent de ce texte ?» Si vous regardez bien, on a effectivement l'impression qu'il manque quelque chose. Plus précisément, regardez, ici on a des majuscules qui se promènent dans le poème, alors qu'elles ne sont pas après un point, elles ne sont pas non plus au début d'un nom propre. Si vous regardez au vers 15, c'est normal que Nîmes et Gare aient une majuscule, puisque ce sont des noms propres. Pour loup, c'est pareil. On a aussi des majuscules au début des vers, ce qui est normal. Mais pourquoi au vers 4 on a une majuscule à envoi, pourquoi au vers 9 on a des majuscules à toi ma vie, à toi mon sang, et ainsi de suite au vers 14 et 15. Normalement, les majuscules arrivent après un point pour commencer une nouvelle phrase. Ici, on n'a pas de point. Si vous regardez bien, en fait, on n'a aucun signe de ponctuation, nulle part. En fait, ce poème est complètement dépourvu de ponctuation. On le note, donc n'oubliez pas, les réponses, vous les notez quand vous voyez la petite icône de stylo en haut à gauche. Donc on y va, sur la feuille de présentation de la séance 3, ne vous trompez pas, c'est pas celle de la séquence 3, c'est bien celle sur Apollinaire. On note question, on numérote et on y va. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour avoir bien le temps de recopier la réponse. Donc 1A, ce poème est rédigé sans aucune ponctuation. Il ne reste que les majuscules au début des vers et des phrases. Par exemple, les vers 4 et 9. On passe à la question 1B. Relisez ce texte à voix haute en tenant compte de cette particularité. Cela a-t-il influencé votre lecture? En quoi? Je vous invite à relire vous-même le poème à voix haute et à voir si ça change quelque chose à votre lecture qu'il n'y ait pas de ponctuation. Alors généralement, la ponctuation, elle sert à faire des pauses, des respirations si vous préférez, dans le poème, ou dans n'importe quel texte d'ailleurs. Ici, on n'a pas ces pauses, c'est-à-dire qu'on va être obligé de suivre le rythme du poème sans utiliser les coupures de la syntaxe, les coupures de la construction des phrases, que sont normalement par exemple les virgules et les points. On va donc noter une réponse. B. Lorsqu'on lit à voix haute un texte sans aucune ponctuation, on ne place pas les respirations aux mêmes endroits. On respecte plus le rythme des vers que celui des phrases. Une fois que c'est noté, on passe à la question 2. À qui s'adresse le poète? Vous l'avez compris, c'est même dans le titre du recueil, ça s'appelle Les poèmes à Lou, donc il s'adresse à Lou. On sait que c'est Louise de Coligny, mais vous n'êtes pas obligé de mettre son nom en entier. Comment on le sait dans le texte? Tout simplement parce qu'il s'adresse directement à elle en la tutoyant et en l'appelant par son prénom, comme quand il dit « Oh Lou ». Il l'appelle aussi « ma chérie », donc on sait qu'ils ont une relation amoureuse. Et enfin, il lui dit quelque chose de très fort, « À toi ma vie, à toi mon sang » au vers 9, ce qui renforce l'idée d'une relation amoureuse. J'attire votre attention sur une petite particularité, c'est que Apollinaire utilise cette espèce de O avec un accent circonflexe, qui est toujours en majuscule dans ce poème. Ce O, on l'appelle le O lyrique ou O vocatif. Vous entendez bien qu'il se prononce O et pas O. Il a la particularité d'être toujours placé avant un nom et il sert à interpeller quelqu'un ou quelquefois à interpeller un objet, une idée. On pourrait dire par exemple « ô liberté ». Ici, ça sert à montrer sa vénération, son adoration de Lou. C'est une façon de s'adresser de manière emphatique, exagérée à quelqu'un. On va noter la réponse. Donc à la question 2 qui est tout en bas. Le poète, qui est aussi le locuteur, vous vous souvenez, le locuteur, c'est celui qui parle.
s'adresse à Lou, sa bien-aimée. Dès que c'est noté, on passe à la question 3. La question 3, c'est « Montrez que ce poème est également une lettre en vous appuyant sur des passages précis du texte ». Avant de faire ça, ce serait utile de se souvenir de la façon dont on rédige et dont on présente une lettre. Je vous ai inventé ici une petite lettre imaginaire de Guillaume Apollinaire à Louise de Coligny. On va voir un petit peu comment elle est structurée. Déjà, en haut à gauche, vous avez toujours le nom et l'adresse de l'expéditeur. Et en haut à droite, le nom et l'adresse de la destinataire. Juste en dessous, vous avez le lieu, Nîmes, et la date, le 4 février 1915, et c'est aligné à droite. Ensuite, vous avez une formule de salutation, ici c'est « Cher Lou », où on s'adresse directement à la personne. Il y a différentes formules de salutation, selon les contextes. Si par exemple Lou avait été la directrice d'Apollinaire, il se serait certainement adressé à elle de manière plus formelle, en disant par exemple « Madame la directrice ». Ensuite, vous voyez, il y a le contenu de la lettre, le message qu'on veut envoyer, et ça se termine par ce qu'on appelle une formule de congé, c'est-à-dire une formule pour dire au revoir. On l'appelle aussi quelquefois la formule de politesse. Ici, c'est une formule de politesse plutôt familière, affectueusement. Il existe des formules de politesse beaucoup plus formelles, comme par exemple « cordialement », ou encore plus formelles, « je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées ». Mais ça, c'est uniquement dans des contextes administratifs professionnels. Enfin, on n'oublie jamais de signer une lettre, sinon c'est une lettre anonyme. Ici, vous voyez qu'Apollinaire a choisi une signature un petit peu familière, et ça aussi, c'est quelque chose qui s'adapte en fonction de la personne à qui on s'adresse. Bien, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir traiter cette question 3. Donc à quoi on voit que c'est une lettre ? Déjà, on voit qu'Apollinaire s'adresse directement à Lou. Il lui dit « Oh Lou », il la tutoie, et il lui demande également de répondre à ses lettres. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose en lien avec le lieu ou la date ? Regardez bien tout à la fin du poème. Adieu de Nîmes dans le Gard, 4 février 1915. Donc on a une formule de congé, adieu, même si elle est un petit peu inhabituelle. On a le lieu, Nîmes dans le Gard, et on a la date. Donc en fait, on a pas mal d'éléments dans ce poème qui font penser à une lettre. On note cette réponse. Question 3. On voit que ce poème est également une lettre car il est directement adressé à une destinataire, Lou. Il comporte une date, 4 février 1915, un lieu, adieu de Nîmes dans le Gard, vers 15, et le locuteur demande explicitement une réponse, envoie aussi des lettres, vers 4. N'oubliez pas, lorsque vous citez le texte pour justifier votre réponse, on utilise des guillemets et on indique également la ligne ou ici le vers. On passe à la question 4. Où se trouve le locuteur et quel métier exerce-t-il ? Le lieu, on vient juste de l'identifier, il est à Nîmes dans le Gard. En fait, c'est vraiment tout au sud de la France. On sait qu'on est en 1915 et donc on est dans un contexte de guerre, ce qui nous donne un premier indice sur sa profession. Et au vers 5, on a une autre précision qui est qu'il appartient à l'artillerie. Il est donc artilleur, ce qui est une catégorie de militaire. Alors, si vous êtes très logique, vous avez peut-être répondu à cette question qu'il était poète. Ça n'est pas faux du tout. Et en fait, il se trouve que lors de la Première Guerre mondiale, et de la Seconde aussi d'ailleurs, comme la majorité des hommes étaient mobilisés, eh bien, il y avait des gens qui pratiquaient toutes sortes de professions, si bien qu'il y avait beaucoup d'écrivains et de poètes qui se trouvaient à ce moment-là à la guerre. Donc, vous pouviez répondre poète, mais ici on va répondre plutôt soldat pour son métier. Allons-y. Le locuteur est artilleur au front pendant la guerre 14-18. Il est déployé à Nîmes. Alors, pour être tout à fait exact, je me suis un petit peu trompée. Il n'est pas artilleur au front à cette époque-là, il est encore en train de faire ses classes. Donc vous pouvez juste noter, le locuteur est artilleur pendant la guerre 14-18 et il se trouve à Nîmes. On peut répondre directement à la question suivante qui était « Pourquoi les amoureux sont-ils séparés ?» Les amoureux sont séparés parce que la destinataire est en voyage au nord,
vers Troyes, tandis que le locuteur se trouve à Nîmes, dans le sud de la France. On passe à la question 6. À quoi renvoie l'expression « 1, 2, 3 » que le poète répète aux vers 9 et 15 ? Comme on a vu que c'était dans un contexte militaire, dans un contexte de guerre, c'est une expression qui a un rapport avec le contexte militaire justement. C'est un comptage qu'on utilise pour rythmer la marche des soldats, pour que tous les soldats marchent bien au même rythme. Donc on va noter l'expression 1, 2, 3 fait référence à la marche militaire, ce qui rappelle le contexte de guerre dans lequel le poème est écrit. Et enfin, on a une dernière question. Combien de fois le prénom de l'interlocutrice est-il présent dans ce poème ? Alors on va compter, vers 2, loup, vers 11, loup, bon, ça fait 2. Ah, c'est vrai que j'avais précisé dans la question que le prénom loup était présent plus de 2 fois. Mais alors, on relit le poème ? Non, pas plus de 2 fois. Alors ? Eh bien en fait, si vous regardez bien, ce poème il peut se lire aussi verticalement. Regardez la première lettre de chaque vers. Ça forme le mot loup 5 fois, autant de fois qu'il y a de tercets dans ce poème. Alors ce que vient d'utiliser Apollinaire, en fait, ça s'appelle un acrostiche, ce qui fait que le prénom de loup est présent 7 fois dans le poème, 2 fois dans le corps du texte et 5 fois en acrostiche. L'acrostiche, c'est quand la première lettre de chaque vers ou de chaque ligne forme des mots. On note la réponse. Le prénom de la destinataire est écrit au total 7 fois dans le poème, 2 fois dans le corps du poème, vers 2 et 11, et 5 fois en acrostiche, c'est-à-dire avec les initiales des vers. On va noter le bilan de la séance. Dans les poèmes qu'Apollinaire envoie à Loup pendant la guerre 1914-1918, l'influence de la guerre qui fait rage autour de lui se fait sentir sous les mots d'amour. Les champs lexicaux de la passion amoureuse et de la guerre se mélangent. Les poèmes empruntent par ailleurs à la forme épistolaire, c'est-à-dire la forme de la lettre, et donnent des informations précises sur le contexte du front. Enfin, le poète inscrit le nom de sa bien-aimée dans la structure même du poème grâce aux lettres L, O, U, disposées en acrostiche au début des vers. C'est donc terminé pour cette séance, mais nous n'avons pas tout à fait terminé la séquence 3. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a étudié tous les poèmes de la séquence ? On fait le bilan. C'était le dernier texte de la séquence 3, Dire l'amour. Mais, comme à la fin de chaque séquence, nous allons devoir faire un bilan. Et ce bilan, il doit récapituler tous les textes que nous avons étudiés dans toute la séquence 3. Rappelez-vous, on a étudié Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, le poème À une ombre aimée de René Vivien, et enfin le poème Adieu de Guillaume Apollinaire. Dans le bilan de la séquence, il ne faut pas oublier de noter les notions importantes. Cette fois-ci, c'est vous qui allez le faire. Vous vous souvenez du croque-bilan de la séquence 2 sur le fantastique ? Eh bien pour la semaine prochaine, vous allez devoir réaliser à votre tour un croque-bilan, et je sais que vous le ferez très bien parce que je sais qu'il y a des talents dans la classe pour vous avoir vu dessiner le croque-bilan précédent. Vous allez le prendre en photo et me l'envoyer par mail. Ça peut être du dessin, de la BD, du collage, tout ce que vous voulez, lâchez-vous. Ce n'est absolument pas évalué, donc aucune pression. Faites juste de votre mieux pour que ce soit là la semaine prochaine. Et comme ça, les plus réussis figureront dans mon prochain module. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire les devoirs demandés sur Pronote. Je reste à votre disposition par mail ou sur l'onglet communication de Pronote si vous avez des questions. Prenez soin de vous et bon confinement!